Voilà, donc c'est un immense plaisir d'accueillir chez moi aujourd'hui le compositeur Jean-Luc Hervé. On ne s'est pas vu depuis un certain temps, donc c'est vraiment une grande joie de te revoir, Jean-Luc. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'inviter. Voilà, donc on va aborder mille et un sujets aujourd'hui. Donc, mais le premier, celui qui me travaille le plus, c'est vraiment la question du processus. C'est quelque chose qui me fascine énormément chez les compositeurs. Parce que j'en connais un certain nombre et c'est vrai que tout le monde travaille d'une façon différente. En réécoutant beaucoup de tes pièces récemment, je me suis aperçu que, en fait, chez toi, la notion du processus est assez important. J'ai l'impression, tu me diras si je dis n'importe quoi ou si je suis totalement à côté de la plaque, mais c'est de toute façon mon impression. Est-ce que précisément, comment travailles-tu au début, quand tu es en train d'élaborer un nouveau projet, d'aborder l'écriture d'une nouvelle pièce, ça fonctionne comment ? Oui, oui, en effet, en fait, c'est juste, beaucoup de mes pièces utilisent des... Alors, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, effectivement, en tout cas, un temps qui est assez orienté. Et cette notion de processus, bon, je ne sais pas si j'emploierais ce terme personnellement, mais en tout cas, elle est importante. Alors, pourquoi ça ? En fait, parce que, en effet, quand je commence à écrire une pièce, qu'est-ce que je pourrais dire ? Les premières idées qui me viennent sont plutôt des idées sonores, en fait, des idées de situation musicale, des idées qui ne sont pas forcément des idées directionnelles, des idées avec du temps, à vrai dire. C'est parce que aussi, je pense que je suis... il me semble que quand on est compositeur, il faut aussi être un auditeur avant tout. Et en tant qu'auditeur, le premier plaisir que j'ai à l'écoute de la musique, qu'elle soit d'ailleurs contemporaine ou du répertoire, c'est le plaisir de la présence du son, on pourrait dire, de la présence de... alors, je ne sais pas si je peux faire des petites parenthèses, mais j'ai écouté la Missa Solemnis il y a quelques jours, en concert, dirigé par Jordi Savall. J'avais jamais entendu cette pièce en concert et j'étais vraiment fasciné en fait par la sonorité. Alors évidemment, dans cette pièce, il y a aussi la question du temps qui est extrêmement importante. C'est une pièce magistrale du point de vue justement de la conduite du temps. C'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, comme auditeur, la première chose qui m'accroche l'oreille, c'est la situation sonore. Et comme compositeur aussi. Donc c'est comme ça que j'accroche, je dirais, les premières idées. Ensuite, je crois que quand on compose, c'est sûrement pareil pour tous les champs artistiques, il faut travailler sur plusieurs champs en parallèle. On ne peut pas rester uniquement dans le travail sur le son, sur le timbre, sur l'organisation de la situation de la matière sonore. Et forcément, on se pose la question à la fois des questions aussi musicales de l'ordre du temps musical, de l'ordre du mouvement. Alors quand je dis du mouvement, je parle à la fois localement, ce qui renvoie au geste, en fait. Parce que quand je parle de timbre et de son, déjà, je ne dissocie pas, je dirais, l'aspect timbral ou sonore de la musique de son mouvement, de son geste. Donc déjà, en fait, dans les éléments, je dirais, de base, il y a toujours peut-être pas un processus, mais en tout cas un mouvement. Et un mouvement, pour un son, eh bien, c'est très simple à décrire. C'est un début, un milieu et une fin. Il me semble que c'est l'essence de la forme dans le son. Tu vois ? D'accord. Quand tu parles de mouvement, est-ce que pour toi il s'agit d'un mouvement physique, corporel, quelque chose qu'on pourrait ressentir physiquement, un corps qui se déplace dans l'espace, est-ce qu'il y aurait un lien avec la danse par exemple, ou s'agit-il d'une notion de mouvement qui serait beaucoup plus abstraite quelque part ? Alors, c'est pas du tout un mouvement du corps, en effet. C'est vraiment un mouvement d'un objet qu'on perçoit,
qui est le phénomène sonore. Hein. Mais c'est pas abstrait pour moi, c'est vraiment quelque chose de très concret. Enfin, tout est mouvement dans notre environnement, dans notre perception. Hein. Donc voilà, je me place plutôt du côté de pas par rapport à une expérience intérieure, hein, comme tu disais, de la danse, quelque chose comme ça, mais plutôt vraiment de la question de la perception de notre environnement, que ce soit visuel ou sonore, elle est toujours liée au temps, pour moi. Voilà. Et en ce qui concerne le rythme alors, parce que c'est là justement une question complexe, je trouve que dès lors qu'il s'agit d'écrire des barres de mesure avec une métrique stable, on n'est jamais très loin de la danse, en fait. Il suffit de regarder les origines de la polyphonie européenne, on voit très bien qu'il y a eu un changement radical au moment où on a commencé à écrire justement des barres de mesure. Toute la musique baroque, classique, romantique, dans une certaine limite aussi, est basée sur la notion de la danse, finalement. Pour les compositeurs contemporains qui ne veulent pas forcément systématiquement évoquer des danses à 3 temps, à 2 temps, etc., ou même, voire même des danses asymétriques comme on peut en trouver dans les pays de l'Est. Comment peut-on concevoir justement le temps musical, le rythme, indépendamment de cette notion-là ? Alors, c'est des questions très intéressantes que tu poses, hein, et fondamentales. Alors, pour moi, le rythme, le temps musical, par rapport, plus que pour le domaine des fréquences et des hauteurs, par exemple, est vraiment quelque chose que l'on construit à plusieurs échelles de structure. Et ça existe déjà aussi dans la musique classique. C'est-à-dire qu'en fait, on a, pour dire vite, on a la cellule rythmique dans la musique classique. On a effectivement la barre de mesure qui est peut-être les appuis, des appuis de ces cellules rythmiques. Et puis on a ce qu'on appelle la carrure, qui est une espèce de mouvement sur quelques mesures, mais qui est une autre échelle de temps. Puis après, on a les grandes sections, et puis on a la pièce entière. Donc pour moi, en fait, le temps musical se structure de cette manière. Et d'ailleurs, je crois que c'est lié aussi à la perception du temps psychologique. On a plusieurs types de mémoire temporelle. On a la mémoire immédiate, qui est quelques secondes, qui correspond à peu près dans la perception justement d'un geste. Et ensuite, on construit en fait par la mémoire un temps musical a posteriori en fait, une structure musicale. Et pour moi, qui est fondée à la fois donc sur une métrique, mais qui est une métrique qui est pas liée forcément à la danse, qui est liée en fait à des points d'appui dans le discours. Je dirais peut-être que ma référence est plus celle du langage finalement. Du langage parlé. Du langage parlé. Ou de la respiration, des choses comme ça, plus que de la danse. Et en effet, donc il y a donc les appuis dans la construction d'une phrase, et puis il y a la phrase elle-même, la respiration, puis la seconde phrase. Donc en fait, ma musique est très classique quelque part. Elle fonctionne de cette manière-là. Elle fonctionne vraiment sur une organisation comme ça du temps à plusieurs niveaux de structure, et donc avec à la fois des phénomènes de répétition, de variation, et ces phénomènes de répétition et de variation se construisent justement à tous ces niveaux de structure. Le niveau du geste, le niveau de l'appui, de la métrique ou de la pseudométrique, parce que c'est pas forcément marqué par des barres de mesure, et au niveau de la section, enfin de la phrase, on pourrait dire, ce qui correspondait à la carrure dans la musique classique. Voilà. En effet. Oui, non, la question me travaille énormément parce qu'il y a des partitions de Xenakis, par exemple, ou de Ligeti, de cette époque-là, où on était en train de développer la notion de texture, la notion de une approche beaucoup plus, comment dire... continue. Oui, continue, voilà, du matériau musical.
où il y a souvent une certaine forme de carrure, ou en tout cas une métrique à 4/4, mais qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on entend. C'est sûr. Il y a un paradoxe là-dedans, parce qu'on a affaire à une écriture rythmée, bien entendu, avec des figures précises, mais totalement déconnectée de toute notion de pulsation ou de pattern audible. Tout à fait, oui. Alors, bon, je vais rentrer plus peut-être dans le détail technique, parce que ça va être intéressant. Donc, effectivement, dans ma musique, il y a vraiment des appuis, en fait, des appuis rythmiques qui sont assez organisés. Et on pourrait dire que ça pourrait se rapprocher alors, j'écris pas de mesures, je dirais, a priori, hein, mais les mesures se servent simplement à organiser et à simplifier le travail des musiciens. Mais elles sont quand même, elles correspondent quand même certaines à des niveaux structurels de l'organisation du temps, pardon. Et par rapport à ce que tu disais sur les points d'appui donc de la métrique, avec des mesures à 3 temps, à 4 temps, moi mes points d'appui sont jamais réguliers en fait. Et on revient à la notion de processus, ils sont généralement organisés sur des archétypes temporels assez simples, qui sont des accélérations et des ralentissements. Mais ils sont pas toujours perçus comme ça, parce que en fait, comme je travaille sur plusieurs niveaux de structure, il y a plusieurs, je dirais, structures comme ça de ralentissement ou d'accélération qui se superposent et qui rendent une certaine complexité. Si tu veux. Mais il y a vraiment cette notion-là. C'est pas une musique continue comme chez Ligeti ou comme chez Xenakis. C'est une musique avec des points d'appui rythmiques, hein, mais qui sont pas dans des carrures régulières. Dans des métriques régulières, je veux dire. D'accord, oui, non, c'est assez fascinant. Voilà. Ça me fait penser aussi, bon, même si le langage est diamétralement opposé au tien, mais à la musique de Carter, parce qu'il emploie ce qu'il appelle des polyrythmies géantes dans sa musique, c'est-à-dire des points d'appui non synchrones qui s'éloignent de plus en plus au fur et à mesure que la pièce avance. Donc il y a comme des espèces de points d'appui, mais qui vont, qui vont articuler, hein, si tu veux, les points les plus importants de l'évolution de la pièce, mais qui ne sont pas directement audibles en tant que tels. Ah oui, mais c'est tout à fait ça, en fait. Alors, moi, c'est quand même... Enfin, j'essaie que ce soit... si ce n'est audible, ce soit quand même... Ça donne une couleur au temps musical de la musique. Parce que toute la difficulté, en fait, quand on travaille avec des organisations comme ça assez précises, et pour tout te dire, même cette structure rythmique, souvent je la calcule, en fait. Je la calcule et je la vérifie avec des outils informatiques. Enfin, disons que j'ai un principe d'organisation. Et je fais des espèces de maquettes rythmiques. Alors, moi, je travaille pas avec des maquettes complètes d'œuvres, mais par contre, je fais des maquettes rythmiques, bizarrement. Et toute ma structure rythmique d'une section, ça marche par section, ça marche pas par des pièces entières. Et en fait, comment dire, est pensée de manière plus ou moins précisément. Et je fais des essais. Alors évidemment, je travaille pas avec des systèmes rythmiques, je dirais arithmétiques. Je travaille avec des fonctions mathématiques, avec des fonctions logarithmiques, des choses comme ça, où j'ai quelques petits outils comme ça à moi. Et en fait, j'essaie de trouver les valeurs numériques qui s'adaptent le mieux à mon idée musicale. Alors, ça, c'est aussi... Alors, je divise un petit peu par rapport à ta question, mais c'est aussi une chose importante, c'est-à-dire que je suis en fait un peu structuraliste comme compositeur, ce qui est rare aujourd'hui. Oui, en effet. Sauf que en fait, la structure n'est pas première. Ce qui est premier, c'est l'idée sonore, l'idée musicale, et ensuite, j'essaye de trouver un algorithme ou une structure qui va dans lequel l'idée va rentrer. Pour moi, je fais toujours la comparaison un petit peu avec la démarche des sciences physiques, si tu veux, et des mathématiques, où en sciences physiques, on observe un phénomène et ensuite on essaie de trouver une fonction mathématique qui va décrire le phénomène. Et c'est un peu la même manière pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une idée sonore, une idée sur une section, par exemple, d'évolution temporelle, de rythme général, si tu veux.
Et ensuite, je cherche comment je peux, réduire, enfin en tout cas, mettre en algorithme cette idée temporelle. Voilà. Bah justement, puisque tu travailles à partir de maquettes rythmiques et autres, quelle est la part de l'informel chez toi? Parce que je trouve qu'il y a souvent, enfin, pas systématiquement, mais souvent une sorte de, comment dire, oui, de dialogue entre le formel et l'informel dans l'art. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux où on peut être spontané, où on peut inventer de façon très locale notre texture, voilà. Et il y a aussi des niveaux de la composition musicale où on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé consciemment, enfin beaucoup plus élaboré sur le plan structurel. Comment faire pour ne pas être le prisonnier, autrement dit, de ces maquettes et de ces matrices rythmiques et autres? Oui, ça tu touches là le point essentiel. C'est souvent ce que je dis en fait à mes élèves. Je me souviens de ce point de vue-là d'une phrase que m'avait dit Franco Donatoni, qui était un compositeur un peu bizarre, enfin, on peut le dire. Voilà, mais qui avait quand même des fois des phrases qui étaient assez intéressantes. Et parce que quelqu'un qui était très expansif comme ça, italien, bon. Et il parlait des jardins japonais, des jardins zen. Et il disait que dans un jardin zen, alors je ne sais pas si c'est vrai exactement, bon, mais en tout cas l'exemple était, la métaphore était intéressante. Tout était organisé, extrêmement structuré, comme ça. Chaque pierre était à la bonne place, etc. Mais il y avait toujours un objet, une pierre, une feuille qui n'était pas à la bonne place. Et ça, pour justement rendre la construction vivante, pour donner de la vie à la construction. Et donc, ça, c'est une chose qui, pour moi, est très importante, c'est-à-dire que il faut toujours quelque chose qui ne soit pas à sa place dans la musique. La question, c'est du pourcentage de désorganisation par rapport à l'organisation. Et ça, je crois que c'est une manière, d'ailleurs, d'aborder l'analyse dans la musique, c'est d'évaluer le pourcentage d'organisé et de désorganisé dans une œuvre. Hein. Et ça donne des esthétiques différentes. Et je dirais même dans l'histoire de la musique. Hein, quand on regarde l'époque classique avec la forme sonate extrêmement précise, et puis les moments où les compositeurs s'en éloignent, carrément cassent tout, comme Beethoven. Hein, voilà, l'histoire de la musique de sous cet angle, je trouve que c'est passionnant. Et ça donne aussi, pour nous compositeurs, en fait, un exemple de jusqu'où on peut aller dans la destruction d'une structure. Et donc, dans mon cas personnel, si tu veux, alors, je veux dire que aussi j'évolue par rapport maintenant je commence à être un compositeur avec une certaine bouteille, et dans mes premières années j'étais assez organisé, trop je trouve, et plus ça va, plus j'essaye d'ajouter du désordre dans cette organisation. Et c'est ça qui est plaisant dans la composition en fait, c'est pour revenir à l'acte de composer, c'est que quand j'ai justement cette structure calculée, rythmique, ça donne un cadre un peu rassurant, mais ce qui est plaisant, c'est de jouer dans ce cadre. Et puis après, on a tous les autres paramètres musicaux, on a tous les matériaux, tous les éléments qu'on a imaginés, il y a des choses qu'on a prévues de placer à certains endroits, puis il y a d'autres choses où on ne sait pas où on va les mettre, et c'est ça qui est passionnant. Voilà. En effet, non, c'est totalement fascinant. Donc il y a toujours forcément une part de désordre dans une œuvre musicale. Après, c'est une question de dosage, et ça varie selon les compositeurs et selon les œuvres aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui serait pour toi, l'apothéose du désordre dans la musique? L'apothéose du désordre, c'est-à-dire, tu veux dire... C'est-à-dire une musique archi-informelle, une musique complètement spontanée, sans aucune, notion de structuration ou de forme préalable. Si tu veux, moi je trouve que, j'ai pas d'exemple de musique comme ça, parce que je trouve que c'est pas un idéal à rechercher. Je trouve que s'il y a vraiment aucune organisation, on sort du cadre de l'écriture.
pour moi. Mhm. Pour moi, en fait, dès qu'il y a écriture musicale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise à distance en fait de ce qu'on a fait. Il y a un temps entre l'écriture et la réalisation et le geste du musicien qui va jouer ta pièce. Et donc nécessairement il faut un petit peu d'organisation, parce que sinon si on est uniquement dans le geste spontané, moi je pense que le compositeur sera rien dans ce cas-là. Autant laisser l'interprète faire ce qu'il veut, si je puis dire. Hein. Et donc voilà. Et donc voilà, pour moi, composer exclut l'idée de laisser vraiment le désordre s'installer totalement. Oui, c'est peut-être tout simplement un paradoxe. Dès lors qu'on se met à écrire, il y a forcément quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est établi par l'acte de l'écriture même. Donc, mais je pense plus précisément à des œuvres comme les Fünf Orchesterstücke de Schoenberg, où il y a vraiment une sorte d'élan spontané dans l'écriture, il y a une sorte d'élaboration tout à fait spontanée du matériau, qui, moi, me fascine. D'ailleurs, je me demande comment il a pu faire ça. Enfin, on retrouve la même chose dans Erwartung, par exemple, mais sauf que là, il y a quand même un cadre dramaturgique qui donne un fil conducteur à la pièce, mais... Oui, alors moi je suis plus un compositeur classique que post-romantique, en fait. J'aime bien Haydn, en fait. Moi aussi. Et c'est vrai que je suis moins intéressé par toutes ces formes du dernier romantisme ou de l'expressionnisme. Après, moi, je retrouve plus mes petits, si je puis dire, chez Webern, par exemple. Mais là, c'est une esthétique qui est assez loin de moi, en fait. Hein, bon, alors là, on rentrerait dans des considérations qui sont d'ordre vraiment là, presque esthétique d'un point de vue plus large, quoi. Hein. C'est question aussi de l'individu, de l'expression, je dirais, d'une personne qui s'exprime librement comme ça. Bon. Moi, j'aime la construction. Voilà, donc jusqu'à une certaine limite, évidemment. Hein, mais c'est vrai que ces pièces... alors, Erwartung, c'est peut-être une des pièces de Schoenberg que j'aime le plus, mais pour d'autres raisons. C'est parce qu'elle elle est très colorée, en fait. Elle a une couleur sonore qui est très rouge orangé, je sais pas. Oui. Qu'il n'y a pas dans toutes ces pièces. Les pièces sont assez sombres souvent. Hein, C'est d'ailleurs assez fascinant. Il y a des trouvailles tout à fait incroyables dans Erwartung. Notamment, il y a un passage où il demande à l'harpiste d'insérer une feuille de papier entre les cordes de l'harpe. Je me souviens pas de ça. C'est pas le genre de choses qu'on voit si souvent que ça dans la musique de cette époque-là. Mais il y avait une véritable notion de recherche sonore qu'il n'y a pas dans les œuvres tardives de Schoenberg, ni de celles de Webern. En fait, plus ils sont entrés dans des considérations de l'organisation des hauteurs et tout cela, plus ils se sont éloignés finalement de la matière sonore d'une certaine façon. Bien sûr. C'est assez étrange. Oui, c'est sûr que les premières œuvres de l'école de Vienne, enfin, que ce soit même aussi Webern, avant la période de décaphonique, il y a vraiment des trouvailles sonores incroyables. Et voilà. Et moi, c'est plus cet aspect-là d'invention sonore que de liberté peut-être dans la couleur sonore, plutôt que de liberté dans la forme qui m'intéresse. D'accord. Voilà. Parlons maintenant du timbre, parce que tu avais dit tout à l'heure que assez souvent ta première vision d'une pièce est plutôt de l'ordre du son, de la matière sonore. Peut-on concevoir le timbre, le son, indépendamment d'une notion de mouvement, d'une notion de forme, de changement, de devenir finalement? Le timbre en tant que quelque chose de statique ou de... Est-ce que cette notion a du sens pour toi? Non, tu as raison. Alors, en fait, il y a quand même il y a deux expériences du timbre. Il y a une expérience qu'on pourrait dire un peu mystique, comme ça, d'espèce de l'infini du son dans lequel on se plonge, hein, que j'aime aussi, hein, mais que j'utilise peu dans mes pièces, à vrai dire. C'est vrai. Il y a peut-être sauf dans la dernière pièce où il y a
un mouvement, une pièce qui s'appelle Topos, que j'ai créé l'an dernier, où là, il y a un mouvement où j'ai vraiment qui est très très minimal du point de vue du changement du matériau, et où je m'installe effectivement dans une espèce de contemplation du timbre. Mais en général, c'est vrai que pour moi, c'est toujours un mouvement. Alors, ce qui est le plus important dans la musique, pour moi, c'est ce côté organique, en fait. Hein. C'est ce côté... peut-être on deviendra... On en parlera peut-être plus tard, mais c'est ce côté vivant, en fait. Hein. Par exemple, alors, je vais donner un exemple. Je vais peut-être devancer tes questions un petit peu. Souvent, on a comparé, alors historiquement, on a comparé des fois la musique spectrale, parce que bon, c'est vrai que j'étais imprégné un petit peu par cette esthétique, avec une esthétique nord-américaine, la Just Intonation. Hein. Pour moi, c'est radicalement différent. Parce que même si les références sont des références à l'acoustique, au timbre, hein, à la microtonalité, etc., dans un cas, dans le cas nord-américain, c'est une vision très plastique du matériau. Hein, alors qu'à mon avis, ce qui prime dans la vision française, comme ça, du rapport au son, au timbre, c'est la question de l'organicité, hein, du fait que ce soit plutôt un modèle du vivant, voilà, hein, du son comme être vivant, comme disait Griset. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, on a un peu dévié, mais... Non, mais ça me permet d'aborder un autre sujet qui est celui de ton rapport avec Griset, justement, ouais. et ce que son enseignement a pu t'apporter. Déjà, alors, j'ai très envie de savoir comment il était humainement, parce que je fais partie de la génération qui est arrivée un peu avant son décès. Je suis arrivé à Paris en 2006, donc je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Oui. Malheureusement, il était comment humainement en tant qu'artiste, comment décrirais-tu sa personnalité? Alors disons que c'était quelqu'un d'assez particulier, parce qu'il avait une première approche, un premier abord avec les gens qu'il rencontrait, extrêmement froid. En fait, il était très très distant. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pour se protéger et par timidité en quelque sorte. Et en fait, quand on le connaissait un peu mieux, c'était quelqu'un d'extrêmement simple. Hein. Il faut voir que c'est quelqu'un qui était pas un Parisien, en fait, hein, par rapport à d'autres compositeurs de cette époque. Quelqu'un qui venait de sa campagne, qui venait de l'Est de la France, qui avait appris l'accordéon quand il était petit, enfin voilà. Et donc, je pense qu'il avait cette protection comme ça, on est un peu rigide comme ça. Bon. Je me souviens d'un photographe qui m'avait raconté que pour photographier Griset, c'était très compliqué parce qu'il était toujours très rigide, quoi. Il fallait le décontracter parce qu'il était toujours coincé comme ça. Et donc voilà un petit peu pour ce qui est de sa personne. Et donc quelqu'un, quand on le connaissait, qui était très simple, très direct, très sympathique. Et ses cours, en fait, très étonnant ces cours, en fait, parce qu'il parlait très peu de composition finalement. Moi, ce que j'ai appris le plus avec lui, c'est une expérience du temps dans les cours eux-mêmes. Je racontais souvent qu'on rentrait le matin dans sa classe vers 9h du matin et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait sortir. C'est-à-dire qu'on pouvait rester toute la matinée, toute la journée, des fois avec une pause pour manger ou pas. Et puis un débit de son discours très lent, en fait, des fois avec tout d'un coup des silences que on se regardait, on se disait mais est-ce qu'il va dire quelque chose ou pas? Donc voilà, donc c'était ça d'une part, et en même temps donc une parole très économe, mais avec des choses assez qui marquaient quand même. Hein. Et voilà, puis après un regard sur l'ensemble du champ artistique, pas uniquement sur la musique. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la peinture de la Renaissance avec lui, ou sur l'art contemporain. Hein. C'est plutôt les arts visuels qui l'intéressaient, plutôt que la littérature. Et voilà, donc c'était pas quelqu'un qui était un
qui apprenait un artisanat, en fait. D'accord. Et justement, s'il ne parlait pas beaucoup de la composition musicale à proprement parler, quels étaient ses sujets lorsqu'il était en train de... Et par contre, il parlait beaucoup d'autres musiques, hein, la musique du passé. Moi, je me rappelle qu'on avait... il nous parlait de la musique de la Renaissance, hein, de Hokkagem, par exemple, ou de la musique d'autres compositeurs contemporains, pas forcément des gens qu'il aimait bien. Il était intéressé, il était curieux de comprendre des esthétiques qui n'étaient pas les siennes. Hein. Moi, je me souviens de lui avoir présenté une pièce de Stockhausen qui n'était pas... Enfin, lui, il aimait bien Stockhausen, évidemment, mais moi, j'avais présenté une analyse que moi-même, j'avais entendue, faite par Brian Farneou, sur Kreuzspiel de Stockhausen, avec une espèce de musique très bizarre, enfin, un peu austère, quand même, hein. Et je pense une musique qu'il n'aimait pas tellement, mais il était très, très curieux d'entendre de quoi il s'agissait, en fait. Voilà un petit peu. Et c'est quelqu'un de curieux, en fait. Hein. Et il disait lui-même, d'ailleurs, il parlait très peu de sa musique. Et il disait, c'est parce que, en fait, c'est une musique que je connais trop, donc ça ne m'intéresse pas d'en parler. Et qu'est-ce que son enseignement t'a apporté, finalement? C'est un petit peu ça. Tu sais, c'est un peu... j'ai rencontré aussi d'autres compositeurs. Bon, on parlait de Donatoni tout à l'heure, hein, ou de... Enfin, il y a d'autres... La Rodman aussi que j'ai rencontré, mais brièvement. Ce sont des gens qui ne m'ont pas appris, je dirais, des choses techniques, mais qui ont une personnalité forte et qui te marquent, en fait, tu vois. Et ça, je crois que c'est vraiment important pour un jeune compositeur de rencontrer des gens qui ont une personnalité. Alors, c'est difficile à dire exactement ce que tu as appris d'eux. Hein, tu as appris une manière de voir le monde, peut-être. Hein, voilà, c'est une manière de parler des choses, une manière des idées un peu générales, comme ça, hein, qui t'interrogent, toi, parce que tu n'as pas les mêmes idées, tu n'es pas de la même génération. T'as pas le même vécu, et donc je crois que c'est ça, je crois que c'est le plus important, en fait. C'est une autre vision, d'autres visions de ce qui nous entoure, du passé, du monde, et qui est forte parce que ce sont des gens qui ont une forte personnalité. Alors dans le détail, je sais pas, enfin, disons concrètement, enfin, parce que après moi c'est plutôt en analysant ses œuvres que j'ai appris des choses, plutôt que sa personnalité directe, hein, je dirais, directement. Et effectivement, enfin, ce qui m'a frappé beaucoup dans la musique de Gérard Griset, c'est son travail sur le temps musical. Et justement, lui, il a aussi cette conception, je crois, que j'ai gardée, d'organisation du temps musical sur plusieurs échelles de structure. Le temps des baleines, le temps de... Alors, c'est pas tellement ça. Ça, c'est une chose assez... ça, c'est plutôt l'idée évidemment, effectivement, d'échelle mais de la musique en général. Mais je parle de l'organisation d'une œuvre musicale, surtout dans ces dernières œuvres. En fait, elles sont vraiment organisées. Enfin, toutes ces inventions rythmiques sont la conséquence d'une organisation à plusieurs échelles du temps musical. Au niveau enfin comme dans la musique classique, en fait, hein. C'était quelqu'un qui adorait aussi la musique de Haydn, et donc l'organisation de la cellule rythmique, l'organisation des appuis, de la phrase, et ce qui est très intéressant, c'est surtout le fait que alors lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement structuraliste, hein. Bien que ce qui est intéressant maintenant à analyser, c'est toutes les libertés qu'il y a dans sa musique, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Et je dirais, il y a 20 ans, on pensait pas... quand moi-même, je faisais une analyse de la musique de Griset, je montrais les plans, hein, les plans, enfin, tous ces calculs, alors que ce qui est intéressant, c'est le reste. Parce que même dans des œuvres extrêmement organisées, comme Vortex Temporum, ou Les 4 chants pour franchir le seuil, en fait, il y a des espaces de liberté, et c'est là qu'est se trouve la musique. Et alors, en ce qui concerne le temps musical, dans ces deux œuvres, par exemple, c'est clair qu'il a des systèmes extrêmement contraignants d'organisation, mais à plusieurs niveaux de la structure. C'est-à-dire, en fait, par exemple, sur les sections, sur les phrases, hein, et avec une idée qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une contradiction dans ces systèmes entre les différents niveaux de structure.
Par exemple, il va avoir un système qui va organiser les durées des sections et un système qui va organiser les durées des phrases. Hein. Et en fait, ça correspond pas. Et en fait, la non-correspondance entre ces niveaux de structure l'oblige à improviser en quelque sorte, à trouver une liberté. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il construit lui-même les outils pour l'obliger à casser son système. Et donc, c'est des idées comme ça qui m'ont marqué, je dirais, hein, et pas tellement qu'on a l'habitude de se souvenir sur la musique spectrale. Hein, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport justement à l'aventure oulipienne, tu vois, de mettre en place des structures ou en tout cas des idées structuralistes qui sont quelque part un peu comment dire, arbitraires, voire absurdes, justement afin de devoir s'y confronter. C'est cette notion de confrontation entre une structure qui est absolument rigide et le besoin humain de s'en libérer et d'aller au-delà de ces contraintes. Est-ce qu'il y a une part de ça là-dedans? Non, je crois pas. Je crois pas parce que justement la contrainte oulipienne, c'est une contrainte effectivement complètement abstraite, enfin qui est pas liée à l'œuvre, enfin au matériau de l'œuvre. Moi, je la comparais plus volontiers à des démarches de sérialisme intégral ou de choses comme ça, en fait. Hein. Là, dans le cas de ce type de contrainte chez Grésé, ou même chez moi, c'est comme ça, il construit ces contraintes dans un but précis. Donc, en fait, il y a déjà dans la structure, il y a déjà une idée musicale, en fait. Hein. C'est pas comme Loulipo, on va faire un livre sans lettre E. Hein. Non, là, l'équivalent, ce serait de dire, je sais pas, que il y a peut-être certaines... je sais pas, j'essaie d'imaginer une contrainte littéraire qui serait comparable à la structuration que je perds dans ma musique, par exemple. Ce serait de dire, je veux qu'il y ait de plus en plus des sonorités de tel type. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'ouvrage, hein. Et donc j'organise ça d'une certaine manière. Hein. D'accord. Et ça donne une contrainte, mais une contrainte qui est quand même liée à de près ou de loin à un résultat quand même. Voilà. Mais une contrainte est toujours une contrainte, donc il faut pas la suivre complètement. Voilà, c'est plutôt ça. Et elle produit, évidemment, elle produit de l'imagination, ça c'est comme dans l'Oulipo, hein, mais cette contrainte est quand même à la base, pour moi, quelque chose qui a un sens artistique. D'accord, oui, qui n'est pas complètement arbitraire. Qui n'est pas complètement arbitraire. D'accord. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que tu vois une affinité entre la musique structuraliste, la musique de Boulez, de Stockhausen des années 50, et la musique spectrale. Alors que justement, la musique spectrale est souvent présentée comme une sorte de revers de la musique structuraliste, comme une réaction contre, comme une sorte de... Voilà, maintenant on change de priorité, on va privilégier le son beaucoup plus que des notions abstraites de... Mais finalement, c'est pas ça, en fait. Ah non, ça c'est sûr. Bon, je suis pas le premier à l'avoir dit, hein. Mais et puis en plus, bon, je pense que c'est aujourd'hui, tu sais, là, si on parle de la musique spectrale, il faut un petit peu. Pour moi, d'abord, c'est un moment historique assez précis, les années 70-80. Alors, même s'il y a aussi encore aujourd'hui des compositeurs spectraux, on va dire. Hein, mais qui étaient déjà là à l'époque, en fait. Donc c'est un peu différent. Et je pense c'est aussi il faut se replacer je pense dans tous les courants artistiques, c'est comme ça en fait. C'est aussi des personnalités différentes qui se réunissent à un moment sur des idées communes, hein, mais qui avaient sens peut-être surtout à cette époque-là. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, entre un Griset, entre un Murail, entre un Jonathan Harvey, en fait, c'est assez différent. Ce sont des esthétiques assez différentes. Et des manières de faire assez différentes. Je pense qu'on le voit beaucoup plus facilement aujourd'hui. En fait, j'ai assisté à la série de concerts du Festival Présence, c'était il y a quoi, l'an dernier ou il y a 2 ans, oui. Où il y avait justement la musique spectrale qui était mise en avant. Oui. Il y avait des œuvres de Dufour, du Murail, de Griset, qu'on pouvait entendre.
dans un seul programme. Et j'ai été frappé beaucoup plus par les différences entre les œuvres que par les similarités qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est peut-être là où on voit qu'on a changé d'époque, parce que tout à fait. À l'époque, on les mettait tous un peu dans le même panier. Oui, tout à fait. Puis en plus, bon, comme tu sais, moi, je pense qu'il n'y a jamais de tabula rasa en art. Hein. Il y a toujours, on s'appuie sur le passé d'une manière ou d'une autre. Et dans le cas de Griset, en effet, bon, sa musique est imprégnée de la musique sérielle de Stockhausen. Hein. Alors, plus aussi de l'idée aussi de ce côté mystique, un peu ce côté mystique des nombres aussi. Mm-hmm. Hein. C'est drôle quand on voit ça aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve, c'est que en fait toute cette manière qu'on avait dans les années 80, même moi, 90, d'attacher une importance presque quasi magique et importante et musicale aux chiffres. Mm-hmm. Je m'aperçois que c'est une espèce de mystique. Absolument, oui. Hein, c'est croire aux chiffres, quoi. Mm-hmm. Croire aux nombres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les choses complètement différemment. C'est une idée très romantique, en fait, finalement, qui... Quelque part, oui. Qui a ses racines, je trouve, dans Blavatsky, tu vois, ce genre de choses, ou sinon, chez Scriabine, par exemple, oui, bien sûr, ou Trudel Schoenberg, qui était obsédé par les chiffres, entre autres. C'est pour moi une notion assez romantique, qui... Voilà. Parlons de la notion de l'installation sonore, parce que c'est aussi quelque chose qui est très importante dans ta production. Alors justement, quand tu abordes la musique électronique, ou alors des pièces qui vont être diffusées dans un lieu spécifique, à travers des haut-parleurs, est-ce que la notion de l'écriture est toujours là? Parce qu'il s'agit d'une façon complètement autre de concevoir le temps, j'imagine. Les œuvres sont dans une situation où tes auditeurs ne vont pas forcément tout écouter d'un bout à l'autre. Ils vont peut-être arriver au milieu d'une diffusion. Ou, Tout à fait. Oui, alors justement, ça c'est un point très important. Et c'est bien pour ça que j'évite d'employer le terme d'installation sonore. J'utilise le terme un peu plus général, qui est aussi connoté, de dispositif sonore, même de dispositif musical, exactement. Parce qu'il s'agit de musique. et donc, comme tu as très bien dit, dès qu'il s'agit de musique, on a besoin d'un temps musical. Et on a besoin d'une écoute musicale. Et en fait, toute ma réflexion, elle est partie de là, en fait. Alors, je veux dire que j'ai réalisé très peu de véritables dispositifs type installation sonore sol. Hein. En fait, j'en ai réalisé 2, on va dire. Hein. Mais par contre, effectivement, ça a une importance sur mon travail de musique, d'écriture, de partition, ensuite. Et dans ma manière d'utiliser l'outil électronique. Et alors, mon idée, en fait, au départ, alors ça, c'est une chose très importante, c'est que... Alors, je dois raconter une chose, ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps, enfin, un tout petit peu de temps. Ce travail sur les dispositifs de haut-parleurs vient, en fait, d'une proposition que m'avait fait le directeur de l'IRCAM de l'époque, qui était Bernard Stiegler, de travailler sur l'idée d'un jardin sonore à Paris. Voilà. Et j'étais très surpris parce que moi, j'avais jamais fait d'installation sonore avant. Et quand j'ai abordé cette question, je me suis dit, il y a des gens beaucoup plus forts que moi dans le domaine de l'art sonore. Hein, moi, je vais aborder cette question d'un point de vue musical. Donc, évidemment, point de vue musical, ça veut dire quoi, point de vue musical? Ça veut dire une certaine manière d'écouter, attentive. Et j'ai cherché donc des manières d'inviter un public qui n'est pas un public de concert à avoir une écoute attentive dans un environnement, dans un contexte qui n'est pas le contexte du concert. Hein. Parce que quand tu rentres dans un concert, évidemment, on sait qu'on va écouter, donc on s'assoit, il y a tout un rituel qui est fait pour ça, et qui est très bien, qui est magnifique, parce qu'en fait, on est dans des conditions optimum pour comment dire, appréhender, percevoir et apprécier en fait de manière attentive la musique. Et c'est pas du tout le cas quand on est dans l'extérieur, par exemple, hein,
Et alors, c'est là où j'ai cherché en fait des situations, j'ai commencé à chercher des situations dans la vie quotidienne, on pourrait dire, où on est quand même attentif à ce qui se passe autour de nous. Et là m'est revenu en mémoire en fait encore ce modèle naturel, on va dire, ce modèle de la nature, et le fait que quand tu veux aller volontairement observer par exemple les oiseaux, ou écouter les oiseaux, eh bien tu es obligé d'être attentif, hein, tu es obligé de toi-même faire attention à ce que tu fais. Tu peux pas faire vaquer à tes occupations, tu peux pas faire un jogging dans la forêt, non, il faut que tu viennes là spécifiquement pour... et tu attends, tu attends. Je me souviens d'ailleurs d'une belle expérience d'attente au Canada, au Québec, qui était... on avait fait une sortie comme ça pour aller observer les ours. Bon. Et donc on avait pris un petit bus comme ça, puis on nous avait amené dans un endroit, un petit abri comme ça, puis on était un groupe à la tombée du jour, comme ça, un groupe d'une vingtaine de personnes, puis on avait un peu froid, comme ça, on s'assoit, puis on attendait, comme ça, on attendait, pas un bruit, et tout le monde était alors là c'était les yeux, les oreilles, enfin, comment dire, à l'affût du moindre signe, et finalement il n'y a pas d'ours, on n'a rien vu, on est resté comme ça pendant 1 heure à attendre, et ce genre comment dire, d'attitude est pour moi celle qu'on doit essayer comment dire, de susciter chez l'auditeur d'une installation sonore. Donc l'inviter à dire il va se passer quelque chose et donc il faut être attentif. Alors donc c'est pour ça que dans ces dispositifs, moi j'ai imaginé en fait un modèle qui ressemble, alors un modèle assez compliqué avec des capteurs, avec toute une informatique musicale derrière, qui fait qu'en fait le système n'est pas un système, je dirais, au service de l'auditeur, enfin du public, mais qui est une entité à part entière qu'il faut respecter, qu'il faut attendre qu'elle veuille bien nous faire de la musique. Comme un oiseau, on peut pas lui dire, ben voilà, il chante tout le temps, puis on l'écoute. Ce serait pas un oiseau, ce serait une machine sans vie. Hein. Et donc en fait, mes systèmes comment dire, de ce type sont des systèmes qui fonctionnent avec ce que j'appelle ça un système craintif. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si le visiteur, le public n'est pas attentif, s'il est agité, s'il fait du bruit, eh bien en fait il n'y a pas de raison de proposer quelque chose à écouter. Donc la musique, les haut-parleurs s'éteignent. Voilà. Pour que le système marche, il faut qu'il y ait une volonté de la part de l'auditeur d'écouter quelque chose. Donc de se poser, d'attendre, d'écouter, hein, et peu à peu en fait les haut-parleurs se mettent en route et proposent en fait une proposition musicale en fait, hein, qui est pas de la musique écrite mais qui est vraiment une construction musicale. Et l'autre système que j'utilise est un système alors aussi qui a fait appel dans ce type de dispositif. J'ai fait une pièce qui s'appelle Biotope qu'on a présentée dans des musées en fait plusieurs fois, qui fonctionne sur ce principe craintif et aussi sur un principe génératif, c'est-à-dire qu'en fait, comme un oiseau, si tu veux, c'est encore le modèle naturel, et bien quand on le reconnaît à son chant, hein, mais il répète jamais exactement la même chose. En réalité, il a un modèle, peut-être dans son code génétique, hein, mais qu'il interprète à chaque fois, qui va répéter sa structure musicale. Hein. Et en fait, on a affaire à un modèle qui est très proche de la partition. Hein. C'est comme s'il y avait... Alors, c'est une micro-partition qui dure quelques secondes, hein, mais c'est comme si un interprète répétait sa partition, mais à chaque fois, elle est un peu différente. Elle n'a pas tout à fait la même durée, les notes ne vont pas être tout à fait les mêmes, etc. Il n'y aura pas tout à fait la même dynamique. Hein. Et donc, en fait, moi, j'ai réalisé des systèmes de ce type avec une sorte de proto-partition, hein, qui est une MIDI en fait, et avec ce que j'appelle des agents sonores, hein, qui sont des ordinateurs en réalité, qui réinterprètent à chaque occurrence cette partition.
Et ce qui donne donc quelque chose. Alors, moi, je m'étais pas rendu compte de ça, mais c'est très très saisissant parce qu'en fait, quand tu as même quelque chose de très minimaliste, en fait, qui répète le même geste, mais comme c'est à chaque fois différent, tu as tout de suite une sensation vraiment palpable de vie. Et donc de musique du coup. Voilà. Donc voilà les deux idées que j'utilise dans ce type de dispositif, à la fois le fait de pas s'imposer donc à un visiteur qui serait pas attentif, et en plus d'avoir un système génératif, mais ça c'est un peu vague, en tout cas un système qui est construit sur l'idée de la partition et de son interprétation. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, c'est alors, fascinant. la troisième chose, c'est aussi, qui pour moi est fondamentale, et peut-être que là, du coup, on pourra rebondir sur mon travail pour les pièces de concert, c'est qu'il faut évidemment que tout le dispositif technique soit invisible. Parce que si on voit un haut-parleur, la magie est un peu perdue. Hein. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'oreille. Hein. Alors justement, je me souviens d'une création de toi. C'était à Paris il y a une dizaine d'années à peu près, où il y avait à la fin de la pièce des sources sonores qu'on ne voyait pas, et tout le monde était en train de se tourner pour savoir d'où venaient ces sons, des sons assez discrets d'ailleurs. Et en fait, finalement, j'ai découvert après le concert qu'il y avait des espèces de mini haut-parleurs qui étaient collés sur le dessous des sièges. Et c'était un moment absolument magique. Je me souviens très, très bien de ça parce que, il y avait des sources sonores non seulement on ne les voyait pas, mais on ne pouvait pas deviner d'où ils venaient. C'est de la musique acousmatique, en fait, dans le sens pur du terme, en ce sens où on ne sait absolument pas du tout d'où ça vient. Bien sûr. Et comme c'était dans le contexte d'une œuvre instrumentale, on ne s'y attendait absolument pas. C'était d'autant plus surprenant. Alors que quand on assiste à un concert de musique acousmatique, on sait de quoi il s'agit, on sait qu'il va y avoir du son électronique, etc., etc. Mais là, ça m'a beaucoup frappé. Oui. C'est vrai que moi, que l'idée d'acousmatique pour moi est très, très importante. Et c'est vrai que je suis étonné parce que j'ai toujours un peu surpris en fait j'aime beaucoup. Il y a vraiment des compositeurs magnifiques dans le domaine de toute l'école française, notamment du GRM. Mais je suis toujours surpris des concerts de haut-parleurs. Pour moi, c'est un peu mystérieux parce que le mystère est à moitié gâché parce que on dit oui, c'est un haut-parleur qui fait ce son-là, donc donc c'est pas du coup c'est pas vraiment acousmatique parce que on sait que c'est un haut-parleur. Bien sûr. C'est d'ailleurs assez drôle. Voilà. Et donc voilà, si on veut vraiment pousser la logique de l'acousmatique, il faut pas avoir le dispositif. Hein. Il faut que ce soit vraiment qu'on soit dans la concentration du son pour lui-même. Hein. Et alors cette idée-là, elle est à la fois, elle vient à la fois de cette idée d'acousmatique, mais elle vient aussi. Alors elle vient. Il faut que je raconte une histoire. Moi j'ai séjourné quelques mois au Japon, à Kyoto, dans une résidence artistique, mais ça a été pour moi une transformation dans ma manière de voir les choses. La culture japonaise, et aussi et surtout, alors pas du tout où je l'attendais en fait, plutôt dans son rapport à la nature. Hein. Et son rapport, alors j'ai réalisé plus tard que en fait c'était une question vraiment de culture non occidentale en fait, hein, qui a à voir avec l'animisme, des choses comme ça, qui fait que la vision du monde en Asie et au Japon en particulier est teintée de cette idée qu'on est entouré de présences invisibles. Hein. C'est-à-dire que si tu vas, surtout si tu vas dans une forêt au Japon, pour un Européen, c'est très très impressionnant parce qu'en fait on a des sons extrêmement bizarres. On a même les forêts sont tourmentées. Enfin, c'est une nature qui est très sauvage, hein, qui est très sauvage, avec des tremblements de terre, des choses comme ça. Donc il y a des arbres avec des racines terribles. Enfin, et donc on a vraiment l'impression d'être entouré d'esprit, en tout cas de présence comme ça. Et cette sensation, on la retrouve dans la vie quotidienne. Parce que moi, ce qui m'avait frappé, c'est que
toutes les machines qui nous entourent nous parlent. Hein. Les machines à carte bleue nous disent merci. Les distributeurs de boissons nous parlent. Enfin, et donc, il y a vraiment... et quand on commence à avoir cette lecture comme ça de notre environnement au Japon, eh bien, on voit qu'on est entouré de présences comme ça invisibles avec lesquelles on dialogue. Hein. Et donc ça, pour moi, c'est une idée très forte. Et c'est aussi, en fait, cette idée du naturaliste qui va dans une forêt et puis qui essaye de percevoir la présence de tous les animaux autour de lui. Hein. Et donc, c'est sur cette idée que j'ai fondé, en fait, ce travail avec les haut-parleurs cachés dans des multiples points autour de nous pour avoir cette sensation comme ça de présence multiple et très localisée qui est, je pense, une manière de voir l'outil électroacoustique d'une manière assez singulière. Oui, voilà. Donc, voilà. Et donc ça, effectivement, c'est un dispositif que j'utilise dans beaucoup de mes œuvres. Et aussi, alors, je dois dire qu'aussi dans le matériau même électroacoustique que j'utilise, il est souvent très proche du matériau instrumental. Et ça, c'est une idée un petit peu poétique, on va dire, l'idée que les sons produits par les instruments, par les musiciens, en fait, deviennent autonomes. Hein. C'est-à-dire qu'un son de violon produit par un musicien devient quelque chose qui va se séparer en fait de l'instrument et qui va vivre sa vie tout seul ensuite après la pièce. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est une idée sur laquelle j'ai fondé pas mal de mes œuvres récentes. D'accord. Et puisqu'on est sur le sujet de l'électronique et les ordinateurs et tout ça, est-ce que tu as suivi ces derniers temps l'évolution de l'intelligence artificielle ? Alors, ça c'est un grand sujet. Oui, enfin un petit peu, oui, un petit peu, oui. Et puis, je dois dire que quand je t'ai parlé tout à l'heure de mes systèmes génératifs et craintifs, avec ce concept d'agent sonore, on frôle un petit peu des questions qui ont à voir avec l'intelligence artificielle, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, j'ai travaillé à l'IRCAM avec des équipes qui sont toujours, en fait, un peu connectées avec ces questions-là, en fait. Voilà. Et donc, c'est un vaste sujet, en effet. Je ne sais pas par où tu veux l'aborder, mais en tout cas, enfin, pour dire... disons que je pense que... Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Est-ce que tu vois, en fait, une façon d'intégrer l'intelligence artificielle dans ton travail, puisque tu travailles déjà sur des notions de composition algorithmique, la composition assistée par ordinateur. Voilà. Je ne sais pas exactement, mais je devine que tu travailles, par exemple, avec Open Music. Tout à fait. Oui. Ouais. On n'est pas très loin de cet univers-là. L'intelligence artificielle représenterait une façon d'aller, peut-être, que sais-je, encore plus loin dans cette direction. Là. Bah, tu sais, alors ça, je pense que s'il y a un domaine, je pense, où l'intelligence artificielle ne pourra pas, moi je pense, ne pourra pas aller, c'est le domaine artistique. Parce qu'en fait, et c'est là où on retrouve les questions dont tu parlais tout à l'heure, l'espèce de liberté en fait. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin de liberté en art et en musique. Et donc. Et en effet, tous les outils moi j'appelle ça plutôt d'aide à la composition, hein, qui aident à la formalisation ou à la construction de maquettes. En fait, la gamme diatonique est aussi une aide à la composition. Tout à fait. Finalement, quelque part. Et donc, mais c'est juste un support. Hein, donc, moi, je pense que les outils d'intelligence artificielle, même poussés très loin, pour moi, n'ont qu'un rôle d'assistant pour proposer en fait des structures, des constructions. Mais après, nous, on est libre en tant que compositeur. Et justement, moi, je sais que je me souviens très bien que ce que m'a apporté, par exemple, un logiciel comme Open Music, c'est justement ça, si tu veux. C'est que quand je suis arrivé à l'IRCAM dans les années 90, je faisais mes calculs de recherche harmonique à la main, comme ça, voilà. Et dès que j'avais trouvé une structure harmonique, un accord ou un spectre qui était joli, je me disais que j'avais trouvé
le Graal, quoi. J'avais trouvé, c'était ça la composition. Et puis, quand on se rend compte que une machine peut faire non seulement un accord, joli accord, mais 2, mais 3, mais 10, mais 100 jolis accords, et ben on se dit que finalement la composition c'est pas ça. et l'intérêt en fait des outils informatiques, c'est qu'ils repoussent, enfin en tout cas ils permettent de placer de comprendre où se situe le travail artistique. Exactement. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le matériau musical en soi qui prime dans une œuvre musicale. C'est plutôt le devenir de ce matériau. C'est ce qu'on en fait, en fait, finalement. Exactement. Et j'ai souvent remarqué ça avec les étudiants, qu'il y a souvent une sorte d'engouement vis-à-vis du matériau. J'ai trouvé un accord merveilleux, ou j'ai trouvé tel ou tel son, ou effet sonore, ou mode de jeu. Ouais. Mais ce n'est absolument pas du tout ça qui fait l'œuvre. Oui, et justement, alors pour revenir à cette idée comment dire, de modèle, tu sais, je prenais l'exemple de la physique et des mathématiques, hein, de chercher en fait un système qui s'accorde à l'idée musicale. Je pense que c'est valable aussi, par exemple, pour l'harmonie. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, où c'est très difficile en fait de fonder une musique sur un langage harmonique, moi je pense que la bonne manière de faire, c'est plutôt d'avoir une idée musicale et de construire un langage, je sais pas en tout cas, mais un matériau harmonique qui soit adapté au projet. Hein. Et avec cette vision, je pense qu'on peut rien n'est acheté. On peut très bien utiliser des choses, même des accords classés ou tonaux, si tu veux. Peu importe. Hein, c'est pas l'objet en soi qui est important, mais c'est en fait sa fonction qui va avoir dans le projet musical. Je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens, finalement, de commencer par une vision, par une idée musicale, et puis ensuite de façonner l'outil qui est approprié à la réalisation de cette idée. C'est pour ça, justement, que j'avais été quelque peu déconcerté par les quelques cours que j'ai pu prendre à l'IRCAM à l'époque. Bon, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, et je ne jette la pierre à personne, mais il y avait une sorte d'obsession pédagogique vis-à-vis des outils, en fait. Et souvent, on commençait par le patch, on commençait par la technique, sans même qu'il y ait une notion de projet esthétique. Et j'ai trouvé ça extrêmement dur à l'époque, je dois dire. Ça, c'est un petit peu, en général, si tu veux, c'est un petit peu le problème qu'on rencontre quand on travaille avec des machines, et avec des machines dont il faut apprendre la technique, c'est de se perdre dans la technique. Et d'autant plus que les possibilités sont infinies en général. Et c'est là où il faut être très très vigilant. Je dirais, enfin, moi je compare souvent les outils informatiques tels que ceux qu'on trouve à l'IRCAM à un magasin de jouets pour compositeurs, ou bien à un set de percussions où on pourrait utiliser toutes les percussions du monde. Et on sait bien que justement, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire quand on est compositeur. Hein. Il faut, pour la percussion par exemple, moi, il me semble qu'on reconnaît le langage d'un compositeur aussi à sa couleur de la percussion. En effet. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a choisi en fait toujours un petit peu les mêmes instruments ou les mêmes manières d'utiliser les instruments dans cet univers qui est quasiment infini de la percussion. Et pour l'électronique et pour le travail avec la technologie, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que, en effet, il y a énormément de possibilités, mais ce qui va faire la couleur d'un compositeur, c'est la manière, c'est ses choix de très peu de choses, hein, parmi toutes les champs possibles qu'on a dans l'informatique musicale. Alors après, c'est sûr qu'il faut passer par un stade d'avoir une vision de ce qui est possible, mais c'est toujours très dangereux. Parce qu'on peut se faire happer comme ça par une espèce d'infini des possibles, et c'est surtout ce qu'il faut éviter, je pense. C'est ça, on peut se laisser séduire finalement par son outil, ce qui est effectivement assez dangereux. Je me souviens d'une phrase que tu avais dite à l'époque, j'avais pris quelques cours avec toi il y a longtemps, c'était à Nanterre, je crois, c'était ça. Et tu avais dit pendant un cours, c'était pas avec moi mais avec quelqu'un d'autre, il n'y a rien de plus terrible qu'un son de caisse claire brut comme ça. Et en fait, ce que tu voulais dire par là, enfin ce que j'ai compris en tout cas par ta remarque, c'est que il fallait vraiment façonner son instrument, façonner le timbre avec beaucoup de finesse et pas simplement prendre des objets trouvés comme ça qui
voilà, des sons plutôt communs, plutôt voilà, des choses qu'on a Oui, déjà bien sûr. entendues 100 000 fois. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque. Alors en même temps, la caisse claire, c'est aussi un bon exemple de réduction du matériau de percussion qui oblige justement à chercher des solutions. D'ailleurs, toi, tu le fais très bien. Dans ta musique, il y a souvent même dans les percussions, des instruments qui sont un petit peu comment dire, difficile pour moi à utiliser, mais tu le fais très bien parce qu'il y a un langage, il y a une écriture grâce au langage du compositeur qui fait que ça sonne autrement. Et dans la caisse claire, c'est celui-là en fait. C'est effectivement, c'est quelque part un challenge, quoi, mais c'est un bon exercice pour travailler le matériau. Il y a des compositeurs qui arrivent à un tel degré de perfectionnisme, enfin un tel degré de maturité au niveau de l'outillage technique et autres, que je me demande souvent quelles sont les choses justement qu'ils n'arrivent pas à faire, quelles sont leurs frustrations secrètes. J'aurais adoré par exemple interviewer Olivier Messiaen et lui poser cette question, parce que déjà quand il a publié ce fameux ouvrage Technique devant le langage musical, on a l'impression qu'il avait tout compris, tout formulé, que tout était clair et limpide et que voilà, que les choses n'allaient pas forcément changer, hein, tu vois. Il y a un côté un peu voilà, comment définitif. Définitif, voilà, je suis arrivé à un tel degré de maîtrise absolue de mon matériau que je me pose plus de questions. Je pense que la réalité était beaucoup plus complexe que ça, mais on peut se donner cette idée à la lecture de cet ouvrage. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est justement quelles sont tes frustrations musicales, quelles sont les choses que toi tu n'arrives pas encore à faire, ou les choses que ta technique ne te permette pas de faire. C'est juste, enfin, aujourd'hui, je crois que c'est ça en fait, c'est justement chercher le juste équilibre entre la liberté, enfin, l'organisation et la liberté. Et j'essaie de repousser toujours un peu plus loin comment dire, le désordre, mais il faut trouver en fait l'exact point au-delà duquel il ne faut pas aller en fait. Et ça, je pense que c'est ça. Et puis après, je pense que moi, j'ai quand même, je cherche en fait surtout des projets en fait, les choses sont des projets, et j'essaie toujours de me questionner par rapport à la situation d'aujourd'hui, enfin je dirais globalement, enfin pendant longtemps, depuis maintenant presque 10 ans en fait, j'étais un peu obsédé par ces idées d'intérieur-extérieur, d'imaginer comment prolonger l'écoute musicale au-delà de la salle de concert. Et aujourd'hui, par exemple, je suis plus intéressé par des questions qu'est-ce qui se passe dans un concert, en fait. Le concert, c'est une assemblée. C'est une assemblée où il y a des musiciens, il y a un chef, il y a des auditeurs, mais il peut y avoir aussi des musiciens dans la salle, il peut y avoir... c'est de la question Et j'étais marqué par... j'ai réentendu récemment les pièces de Xenakis avec les orchestres qui sont distribués dans le public, Teretector et je crois que c'est Nomos Gamma. Et en fait, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas la spatialisation, enfin le fait que on entend des sons partout, c'est le fait que tout d'un coup, on vit une expérience de communauté qui est particulière, qui n'est pas celle avec un orchestre frontal. Voilà. Et je veux dire que donc c'est une question qui flirte un petit peu avec qui frise, qui approche un petit peu la question politique en fait. Et ça, c'est des sujets qui m'intéressent aujourd'hui. Et puis bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'essayer d'explorer à travers un propos vraiment musical, des sujets qui sont des sujets comme ça, voire avec la situation politique aujourd'hui, en fait, par exemple.
Alors voilà, donc mes frustrations, c'est ça, c'est que j'essaye, peut-être ma plus grande frustration, enfin ma plus grande recherche aujourd'hui, c'est d'essayer de comment, dans un art abstrait comme la musique, avoir une portée, c'est un mot un peu fort, une portée politique, mais au sens large du terme. Hein. Je crois pas, par exemple, que c'est en faisant des textes de programme qui vont inviter à la révolution. Hein. Mais d'une façon générale, c'est comment une œuvre d'art entre en relation avec le monde, finalement. Hein. Et ça, c'est des questions qu'on se pose pas toujours en tant que musicien. En tout cas, pas dès l'abord, hein, parce qu'on a un métier qui est très très artisanal, hein, qui est très ce qui est très beau aussi, je trouve. Hein. Mais donc voilà, pour moi, c'est une interrogation. Je sais pas comment m'y prendre, mais je pense qu'on peut pas être isolé du monde. Hein. Et c'est pour ça que j'ai tenté il y a quelques années de sortir de la salle de concert, mais tout en adorant et en pensant que c'est quand même la situation du compositeur, c'est la situation de concert. Hein. Mais cette idée de s'isoler comme ça dans un sous-sol de l'IRCAM à l'ébret du monde, je pense que c'est pas la bonne idée. Il faut que en tant qu'artiste, on ait un questionnement sur le monde. Oui, absolument. On reste un peu sur sa fin autrement. Mais justement, c'est quelque chose que j'ai mieux compris quand j'ai abordé en profondeur l'œuvre de Bach, parce que justement c'est une œuvre qui englobe il y a évidemment tout l'aspect musical, esthétique et autres de sa musique, la perfection technique qu'on connaît, mais il y a aussi le fait que sa musique présente une vision du monde, une façon d'appréhender le monde qui est très complète finalement. Parce que ça touche la notion de la théologie, c'est sûr, ça touche aussi des questions sociologiques, des questions du rapport entre l'individu et la société. Il y a évidemment tout un aspect religieux aussi qu'on ne peut pas nier, qui est même fondamental à la musique de Bach. C'est un art très complet en fait finalement. Et quand je pense aux cantates, notamment de Bach, ce qui me frappe, c'est que souvent, dans la première partie, dans la première moitié de la cantate, il présente un problème auquel tout le monde peut être confronté. Ça peut être un problème du genre, on est tous mortels, voilà, à un moment donné, on va tous mourir, voilà. Ou alors des problèmes plus banals, mais en tout cas, ça présente un problème, quelque chose où tout le monde va se reconnaître. Et puis dans la deuxième moitié de la cantate, il présente des solutions, une vision pragmatique, une vision plus optimiste de la chose. Voilà comment faire face à ça, comment faire face à la destruction inévitable de la vie de chacun, comment faire face à la mortalité, comment faire face à etc. Donc il y a toutes sortes de niveaux différents en fait chez Bach. Qui constituent un ensemble et qui fonctionnent merveilleusement bien. Et ce n'est pas quelque chose qu'on trouve chez tous les compositeurs, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Ouais. C'est le fait d'avoir réussi à articuler une vision du monde très, très complète et très, et très riche. Oui. On trouve ça chez Beethoven aussi. Hein. Absolument, oui. Oui, j'avais pas pensé à Bach, mais en effet... alors, ce que tu dis, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que les réponses, ou en tout cas ces interrogations sont traduites dans la musique aussi, évidemment, et dans le matériau musical abstrait. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'une pièce pour orgue là, de l'orgel Büchelein, un choral orné, là, ich trouve so dire, où c'est avec donc il y a une mais c'est très organisé à trois voix, comme ça, une mélodie, enfin le choral qui est joué à la main droite à l'orgue, la main gauche qui fait une ligne continue avec des arpèges, et puis la ligne de la main gauche ne dépasse jamais la tessiture de la mélodie de la main droite, du choral à la main droite, sauf à la fin.
Comme si le choral, c'était une sorte d'idéal à atteindre, une sorte de divinité, et puis la main gauche, la créature qui s'agitait comme ça, et à la fin, elle arrive à atteindre en fait ce qu'elle voulait. Oui, voilà. C'est très beau. C'est très très beau. Et donc voilà, bon, alors je ne sais pas s'il l'a fait de manière consciente, mais en tout cas c'est vraiment une connexion effectivement avec toute je pense l'univers mystique de Bach et puis concrètement le matériau musical et la manière dont il conduit. Je pense que fondamentalement c'est la capacité de la musique à nous présenter avec des symboles finalement, des symboles puissants et universels et relativement abstraits. Il y a énormément de ça chez Bach, c'est clair. Alors c'est vrai qu'en musique en fait ce qu'on peut expérimenter de manière très forte c'est le temps. Et ça voilà, et donc ça je pense que c'est un outil qu'on a nous musiciens pour faire vivre en fait des idées que n'ont pas forcément d'autres domaines artistiques. En effet, c'est peut-être la particularité de cet art finalement. Bien, Jean-Luc, merci beaucoup de ce passionnant entretien. Merci à toi. Et à suivre. Enfin, quels sont justement tes projets Alors la prochaine création, c'est une pièce justement que j'ai dont le projet en fait a à voir avec cette idée de réflexion sur la communauté des personnes qui se trouvent dans une salle de concert. Et c'est une pièce pour un ensemble de 10 musiciens sur scène et de 7 musiciens amateurs qui viennent ponctuer en fait le discours de la musique et qui se trouvent dans la salle avec le public. Et il y a aussi des sons invisibles qui parcourent aussi tout l'espace. Donc en fait c'est un travail sur la relation en fait entre la proposition musicale d'une œuvre qu'on écoute sur une salle de concert et tout ce qu'il y a autour dans la salle de concert. Voilà. Très bien. Bon, j'écouterai ça avec beaucoup de plaisir et voilà. Merci encore. Merci à toi.